Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ce qu'on peut qualifier d'homme le plus courtisé de France, en ce moment en tout cas, puisqu'il est constitutionnaliste. Il s'agit de Benjamin Morel. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un CV long comme le bras, je vais essayer de le résumer brièvement. Vous êtes universitaire, maître de conférences en droit public, docteur en sciences politiques. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont les deux derniers sont sortis cette année et l'année dernière, à savoir Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours et Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme. Vous êtes aujourd'hui l'homme idéal pour décrypter l'instabilité politique qui touche la France depuis 2 ans. Quand même 5 premiers ministres en 2 ans. On a l'impression d'être sous la 4e République. Le but de cette émission, c'est de poser une question en somme assez simple. Cette instabilité politique, est-ce qu'elle est de la faute de nos institutions qu'il faudrait changer, ou bien est-ce qu'elle est de la faute de nos élus? Alors la première question paraît peut-être assez bête, mais en 1958, quand les constitutionnalistes, notamment Charles de Gaulle et Michel Debré, ont écrit la Constitution, est-ce qu'ils avaient pensé qu'on serait dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 11 groupes parlementaires, 3 blocs qui sont totalement irréconciliables? Alors en fait, lorsque Debré et de Gaulle, alors d'abord bonjour, mais une fois que lorsque Debré et de Gaulle ont rédigé la Constitution, jamais ils ne pensaient qu'il y aurait des majorités absolues. Je veux dire, on a l'impression que la Ve République, c'est une Ve République qui a été faite, construite pour des majorités absolues. Pour de Gaulle comme pour Debré, il n'y aurait jamais de majorité. Il n'y aurait jamais, tout bêtement, parce que, avant 1962, il n'y a jamais eu en période républicaine dans ce pays de majorité. Et ce n'est pas une affaire de mode de scrutin. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est le mode de scrutin de la Troisième République et il ne donnait pas de majorité. Et donc pour de Gaulle comme pour Debré, la période 2022-2024, avec des majorités relatives, ce serait en fait la marche normale des institutions. Ce qui rend, entre parenthèses, la dernière dissolution d'autant moins inévitable. C'est que pour le coup, la Constitution avait été faite pour gérer ça. Ce qu'on ne sait pas faire avec la Constitution de la Ve République, pas plus qu'avec celle de la 4e ou de la 3e ou de l'Allemagne ou du Népal, c'est tenir sur 1/3 de l'hémicycle, une petite centaine de députés même aujourd'hui. Or, actuellement, on n'a pas un gouvernement minoritaire. On a un espace parlementaire qui soutient un gouvernement qui n'a jamais été aussi réduit en période républicaine et qui donc fait que c'est nécessairement instable. Pour répondre à votre question, il faut revenir justement sur 1958. Au fond, quand on parle de crise de régime, on dit toujours la Constitution était mauvaise. Regardez la Constitution italienne, le gouvernement est responsable devant la Chambre des députés, devant le Sénat. La Constitution n'est pas loin de là un modèle, mais malgré tout ça tient. La Constitution de la 4e République, c'est pas une mauvaise Constitution. On aime la diaboliser, mais en fait, c'est le fruit d'une réflexion extrêmement élaborée et longue, d'un côté de la famille démocrate chrétienne et de l'autre de la famille social-démocrate, avec des gens comme Bastide, Blum, etc. Et donc, la Constitution de la 4e République, au fond, elle a en elle-même tout un tas d'outils qui lui auraient permis de survivre s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, etc. Et la plupart des évolutions de la 5e, ce n'est pas De Gaulle et Debré qui les construisent et qui les sortent, je dirais, du néant. En fait, c'est des idées qui sont déjà dans les couloirs de la 4e République. Prenez le 49 alinéa 3, le fameux. Ce n'est pas une idée de Gaulle et Debré, c'est une idée de Plimlin et Mollet, qui sont 2 anciens présidents du Conseil de la 4e, qui se demandent de quoi est-ce qu'on aurait eu besoin pour tenir sous la 4e. La Constitution de la 5e République, en 1958, au fond, ce n'est pas elle qui permet de stabiliser les institutions. Ce que je vais vous dire n'est pas du tout populaire quand on est constitutionnaliste. Mais en fait, les institutions sont relativement instables jusqu'à ce qu'on ait des majorités absolues en 1962. Et d'ailleurs, cette majorité absolue, au fil de la Ve République, elle est liée à des choses qui étaient indépendantes de la Constitution, c'est-à-dire le parti gaulliste Luther qui absorbe tous les petits partis du centre et la SFIO devenue PS qui absorbe toutes les petites forces de gauche, ce qui n'était pas le cas en 1958. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, il donne des majorités si et seulement si vous avez une bipolarisation. Or aujourd'hui, elle a vécu cette bipolarisation. Mais pour revenir sur 58, ce qui stabilise le système,
c'est pas d'abord la Constitution. La Constitution, en fait, on commence à l'appliquer réellement qu'à partir de début 59, quand on prend les ordonnances. Ce qui stabilise dès 1958 à peu près le système, c'est le retour de De Gaulle. Prenez l'hémicycle de 56 à 58, celui qui est l'hémicycle de la crise. Eh ben, vous avez 25% de communistes avec qui on ne peut pas s'allier pour cause de guerre froide, vous avez 8% de pujadistes avec qui on ne peut pas s'allier parce que c'est l'extrême droite de l'époque, les gaullistes qui sont 4%, eh bien, ne veulent pas non plus rentrer dans des combinaisons d'alliances, et donc vous avez eh bien, une ingouvernabilité parce que vous avez un hémicycle extrêmement clivé, et on cherche en fait les sorties de crise. On nomme de nouveaux gouvernements, ça ne tient jamais, etc. Prenez l'hémicycle actuel, vous avez 25% de RN, 12,5% de l'AFI. Et ça crée l'instabilité. Ce qui permet de sortir de la crise en 58, ce n'est pas la Constitution, c'est le retour de De Gaulle. Et les élections législatives de 1958, qu'est-ce qui se passe à ces élections-là? Eh bien, le PC s'effondre et les poujadistes disparaissent. Les gaullistes reviennent au centre du système et tout d'un coup, je retrouve des potentialités de majorité. Aujourd'hui, notre Constitution ne nous a pas permis de nous sortir du marasme de 58, et donc il ne faut pas lui prêter les vertus de stabilité qu'on aime à lui prêter, mais elle n'est pas non plus le problème ici. Le problème, il est politique. Le problème, c'est que vous ne gouvernez pas sur un tiers de votre hémicycle avec des problèmes politiques que vous n'arrivez pas à régler. Alors, on peut ensuite ouvrir les fenêtres d'Overton, on fait tomber des gouvernements, très bien, on fait une dissolution, ça réglera, on y reviendra peut-être, probablement rien. On fait démissionner le chef de l'État, ok, très bien, mais c'est quand même pas lui qui fait passer un budget. Pour le coup, il faut une majorité parlementaire pour ce faire. On change de république, ok, très bien, mais si vous avez toujours une tripolarisation de la vie politique, si vous gouvernez toujours sur une minorité de l'hémicycle, eh bien, la 6e, la 7e ou la 8e République ne permettra pas de changer ça. Et donc, au fond, notre problème, il est aujourd'hui fondamentalement politique. Donc, in fine, vous contestez l'idée reçue qu'on entend sur tous les plateaux depuis un an, à savoir la Ve République a été bâtie pour mettre fin au régime des partis et pour apporter de la stabilité. Mais le régime des partis, enfin, on est plein en fait de lieux communs sur la Ve République, les institutions. Un des lieux communs, c'est par exemple le président est tout puissant sous la Ve. C'est pas vrai. Le président n'est pas tout puissant sous la Ve République. Il a des pouvoirs d'exception, la dissolution, les pleins pouvoirs. Mais sinon, qui dispose du pouvoir réglementaire sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la Troisième République, c'était le président de la République. Sous la Ve, c'est le Premier ministre. Qui dispose de la possibilité de déposer des projets de loi sous la Troisième? Le président de la République. Sous la Ve, c'est le Premier ministre. Le domaine réservé, le fameux, il n'existe pas. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au congrès de l'UNR en 59 pour calmer les députés gaullistes qui crient contre la politique algérienne du général de Gaulle. Qui dispose des forces armées sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la Ve, c'est le Premier ministre. Ce qui donne du pouvoir au président de la République, c'est le fait de disposer d'une majorité. S'il n'en a pas, eh bien le roi est nu, il est impotent. Et quand De Gaulle dit « je veux revenir sur le régime des partis », ça aussi c'est de la com. Donc on n'est pas une monarchie républicaine? Non, on l'est si jamais vous avez une majorité dans le camp du président. Quand De Gaulle dit « j'abolis le régime des partis », c'est de la communication politique. De Gaulle sait très bien qu'il n'aura et qu'il ne tiendra du pouvoir que s'il a un parti derrière lui. L'homme qui abolit le régime des partis est celui qui fonde le premier parti de masse à droite, parce qu'il sait que s'il n'a pas de parti, inversement, Benjamin, quand François Mitterrand écrit son coup d'État permanent, c'est aussi de la communication politique. Alors Mitterrand a parfaitement compris comment allait fonctionner le régime. Il a compris qu'en fait, le président de la République avait une forte légitimité avec le mode de scrutin majoritaire, avec le mode de suffrage universel plutôt, en étant élu au suffrage universel direct. Et dans ce cadre-là, eh bien, il pouvait tenter de jouer la légitimité contre la légalité. Que dit De Gaulle, en fait? Il dit, écoutez, moi, j'ai été élu par les Français. Et donc, à partir de là, les pouvoirs que j'ai ne dépendent pas de la Constitution. Il connaît la Constitution qu'il a participé à rédiger, le général de Gaulle. Mes pouvoirs, ils viennent, en fait, d'un lien et d'une confiance que m'ont donné les Français. Si cette confiance est retirée, parce que j'ai plus de majorité, parce que j'ai perdu un référendum, parce que j'ai fait une dissolution et que je l'ai perdu, dans ce cas-là, je m'en vais. Mes pouvoirs sont extra-juridiques et à partir de là, eh bien, ce qui les fait exister, c'est une légitimité que je teste à travers des référendums, des dissolutions, etc., etc. Cette vision-là, Mitterrand l'a parfaitement compris. Il a compris également combien, d'où le côté permanent du coup d'État, combien les successeurs du général de Gaulle allaient devoir rentrer dans cette même logique. Le problème de Mitterrand, c'est que c'est sans doute le meilleur analyste du fonctionnement
global du régime, et c'est en même temps celui qui l'épouse complètement quand il arrive à l'Élysée, qui l'épouse et qui en même temps n'a pas le rapport gaullien aux institutions. Parce que le rapport gaullien aux institutions, il est clair, c'est-à-dire que, encore une fois, le pouvoir ne vient pas du droit, il vient de la légitimité. Si la légitimité est perdue, je m'en vais. Quand François Mitterrand perd les élections législatives, qu'il est en cohabitation, ça de Gaulle aurait dit « je ne veux pas être René Coty, mon pouvoir, il vient du fait que j'ai justement cette confiance des Français, donc je m'en vais ». En restant François Mitterrand, d'une certaine façon, joue le président gaullien en période de majorité, et lorsqu'il n'en a plus, accepte de continuer à tenir les rênes, même s'il a perdu cette légitimité. Et là, c'est très... Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors Emmanuel Macron serait plutôt gaullien, plutôt mitterrandien, ou alors il a opté pour une troisième voie, en fait. Si vous voulez, le problème de De Gaulle, c'est que le modèle gaullien, il est fait pour De Gaulle. En gros, l'idée que moi j'ai été élu, que mon pouvoir ne vient pas du droit, mais de ma légitimité, que je l'exerce et que de temps en temps je teste les Français pour dire, regardez, là, référendum, si je perds, je m'en vais, la dissolution, si je perds, je m'en vais, si jamais cette élection législative, je perds, je m'en vais, cette élection municipale dans le fin fond, etc., si je perds, je m'en vais, ça va quand vous êtes De Gaulle, parce qu'il y a la légitimité historique, parce que vous avez été le sauveur en 40, vous avez été le sauveur en 58, etc. Quand vous êtes PGE, qui est le premier, dit si jamais il y a cohabitation en 79, je resterai. Quand vous êtes Mitterrand, qui subit une cohabitation, quand vous êtes Chirac, qui dissout et qui échoue, quand vous êtes Chirac, qui fait le référendum en 2005 et qui échoue, si jamais vous devez démissionner à chaque fois, en fait, vous créez une instabilité profonde sous la Ve République. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le costume du général de Gaulle, il est beaucoup trop lourd à endosser pour ses successeurs. On s'est habitué à avoir un président puissant, mais en réalité, ce président puissant vient du fait qu'il ait une majorité, et dès le moment où ce président perd des élections, s'il doit demain démissionner, on crée de l'instabilité. Et en même temps, à chaque fois qu'on va voter pour une élection présidentielle, on a l'impression qu'on va voter pour quelqu'un qui va promettre un programme législatif. Le problème en la matière, c'est que cette idée-là, elle dépend du fait qu'il ait une majorité. Si jamais il n'a pas de majorité, derrière, vous avez un président, élu en 2022, Emmanuel Macron, qui dit « moi, président, je ferai ci, je ferai ça, je ferai etc. » et qui, dès lors qu'il n'a pas de majorité, a deux choix. Soit il dit « écoutez, vous m'avez élu, mais en fait, mon programme, je ne vais pas pouvoir le réaliser parce que la Constitution, c'est un peu plus compliqué que ce que vous croyez. En fait, du pouvoir, j'en ai peu. Et donc, on va former avec les partis, etc. » Ça, c'est compliqué parce que vous admettez en fait l'impotence, l'impuissance. Ou bien vous avez un président... Le roi est nu. Exactement. Ou bien vous avez un président qui cherche à tordre les institutions pour malgré tout parvenir à gouverner. De 2022 à 2024, c'est par exemple le cas de la réforme des retraites, où vous utilisez un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale, la procédure parlementaire, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'il s'agit de faire passer le texte quand même pour dire « je me suis engagé, je peux le faire passer », même si je n'ai pas le moyen de les faire passer. Sauf qu'aujourd'hui, le bloc central est trop faible pour tordre les institutions. Et pourtant, Emmanuel Macron y arrive en partie. Pourquoi ? Parce qu'on a dit le président n'est pas tout puissant sous la Ve. Il n'est pas tout puissant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est puissant que s'il a une majorité. Si c'est le Premier ministre qui a une majorité, on est en cohabitation et c'est le Premier ministre qui est tout puissant. Mais si personne n'a de majorité, à ce moment-là, qui peut gouverner ? En fait, personne. Le pouvoir, il est parvenu à l'Assemblée. Le pouvoir, quand vous n'avez pas de majorité, il est en réalité nulle part. Et aujourd'hui, on assiste non pas à un déplacement du pouvoir, mais à une évaporation du pouvoir. Dans ce cadre-là, Emmanuel Macron a quelques éléments, l'article 8 qui lui permet de nommer un Premier ministre, et comme l'Assemblée ne peut pas lui imposer un contre-Premier ministre, ne peut pas dire la gauche est majoritaire, donc on envoie Lucie Castet parce qu'il y a 289 députés, et donc on bloquera tout gouvernement. Le RN n'a pas 289 députés, donc on ne peut pas non plus jouer le jeu de c'est Jordan Bardella ou le chaos. Le président peut tenter d'imposer encore un certain nombre de choses, ce qui veut dire, mais c'est fragile. Que juridiquement, l'idée de dire, du NFP, ou NUPS, je ne sais plus comment s'appelle la NFP, en tout cas quand la gauche dit il faut qu'on ait accès à Matignon, en fait juridiquement c'est infaisable. En tout cas c'est intenable sur le long terme. Alors, Emmanuel Macron, eu égard à l'article 8, peut nommer qui il veut. Donc à partir de là, s'il veut nommer Sébastien Lecornu, s'il veut nommer Nemo, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'on peut nommer un chien à Matignon ? Rien n'oblige que ce soit un humain. Il peut nommer qui il veut. Dans ce cadre-là,
Eh bien, si jamais le Parlement ne s'est pas assez structuré pour s'opposer au chef de l'État, s'il n'y a pas de contre-majorité, il y a une marge de manœuvre. Quant à la gauche, elle peut en effet pas tenir par elle-même. Mais qu'aurait fait un président allemand, italien, etc., dans des régimes qui sont finalement assez similaires, hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut arrêter avec l'idée que le président français, il aurait plein de pouvoirs, etc. Non. On est très proche en fait du modèle italien sur l'organisation générale des institutions. Un président italien aurait été voir Lucie Casté, la candidate de la gauche, et lui aurait dit « Madame Casté, en effet, le bloc auquel vous appartenez est arrivé en tête, amenez-moi 289 députés, la majorité absolue pour qu'un gouvernement ne soit pas renversé. Si vous arrivez à les trouver, vous négociez avec eux un programme, et ensuite, vous établissez un casting, et je vous nomme. » Au bout de 15 jours, Lucie Casté serait peut-être arrivée en disant « je suis désolé, je ne peux pas ». On serait peut-être passé à Bernard Cazeneuve, qui aurait peut-être réussi, ou qui aurait dit « je ne peux pas ». On serait peut-être passé in fine à Michel Barnier, qui aurait dit « à ce moment-là, j'y suis arrivé ». Mais comprenez bien que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un Premier ministre qui a coordonné une majorité, qui a négocié un programme, qui a négocié un casting, et qui est maître de cette majorité. De l'autre, vous avez un président de la République qui dit « pas de spoiler, on attend 2 mois, et dans 2 mois, vous allez voir, je vais vous sortir un Premier ministre ». Il prend son chapeau, il sort Michel Barnier, surprise du chef. Les LR sont bien bloqués parce que tout d'un coup, il vient de leur camp. Donc les LR ne vont pas pouvoir voter la censure. Coup de génie. Michel Barnier, écoute, voilà, tu as un budget, tu as 1 mois pour le préparer et commencer à le déposer, parce que quand même, il est très très tard dans l'année budgétaire. Et donc maintenant, c'est à toi de trouver un budget, un programme et une majorité, et ne pas être censuré. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc si on comprend bien, en réalité, ce n'est pas les institutions le problème, c'est la classe politique. C'est pas que la classe politique, c'est-à-dire que... Alors, il y a une question de classe politique. Elle n'a pas le réflexe de travailler en coalition. Elle n'a pas le réflexe de travailler en coalition, parce que jusqu'à présent, elle ne l'a jamais fait. Et donc, à partir de là, c'est des choses qu'il faut arriver à construire, parce que vous avez un président qui ne veut pas non plus lâcher la main, et parce qu'il aurait été absurde, quand le PS avait la majorité absolue, de dire à l'UMP, on va former une coalition. Pour l'instant, on avait des majorités absolues, donc évidemment qu'on ne faisait pas de coalition. Mais ce n'est pas un problème de culture. Il faut arrêter avec l'idée qu'il y aurait une culture politique et qu'on aurait dans nos gènes l'absence de coalition possible. C'est un problème de structure. Prenez les socialistes, qui sont aujourd'hui un peu le parti charnière. Il y a quelques mois, les socialistes, les sondages étaient très mauvais pour les socialistes. Lorsque vous êtes un député socialiste aujourd'hui, et que vous faites, si demain vous tendez la main au gouvernement et que les sondages ne sont pas bons, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été élu sur une configuration union des gauches la dernière fois. Et cette configuration union des gauches a fait que la gauche a fait moins de voix en 2022 qu'en 2017, mais a eu 3 fois plus de députés. Vous savez que la prochaine fois, si vous avez un candidat insoumis face à vous, vous allez perdre. Et que donc, potentiellement, c'est le groupe qui va être rayé de l'Assemblée. Est-ce que vous allez, pour faire passer un budget dans lequel vous ne croyez pas, tuer votre parti? Alors on peut dire, oui, mais c'est des calculs politiciens. Mais en réalité, si vous êtes un socialiste sincère, est-ce que vous êtes prêt, a priori, votre vision de l'intérêt général demain, c'est que le programme du Parti socialiste soit appliqué, sinon pourquoi vous faites de la politique? Est-ce que vous allez tuer votre parti en donnant le leadership de la gauche à Jean-Luc Mélenchon pour faire passer le budget de François Bayrou? Ce n'est pas une affaire uniquement de nombrilisme, de calcul politique, c'est une affaire de est-ce que demain, le combat que je porte peut encore exister, ou est-ce que pour un truc dans lequel je ne crois pas, j'accepte de me suicider? Donc vous comprenez bien que là, on est dans des éléments de structure qui sont liés à 2 choses. D'abord, une caractéristique du mode de scrutin. Avec une proportionnelle, par exemple, c'est beaucoup moins coûteux. Si le SPD tend la main à la CDU-CSU, il n'a pas de problème d'alliance pré-premier tour au sein des gauches, proportionnelle. Et ensuite, s'il tombe de 20 à 15%, il perdra des députés, mais il ne sera pas rayé de la carte. Donc là, on a un mode de scrutin qui empêche les alliances. Le mode de scrutin, soit il donne des majorités absolues, soit, s'il n'en donne pas, il crée des rigidités. Ce n'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est que là, il est plus adapté. Et l'autre élément, c'est que vous n'avez pas uniquement une tripolarisation de l'Assemblée. Vous avez une tripolarisation des électorats. Prenez, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais prenez un sondage dont j'ai retenu les chiffres, et donc je le cite souvent, ne serait-ce que par économie cognitive, mais un sondage au Doxa, juste avant la dernière élection législative. 47% des Français voulaient voter contre le NFP, 44% voulaient voter contre Emmanuel Macron,
41% contre Marine Le Pen. Les Français, dans les enquêtes d'opinion, disent vraiment ces hommes politiques et ces femmes politiques, ils devraient faire des compromis, on aime les compromis, etc. Mais quand vous demandez à un électeur centriste avec qui il veut faire des compromis, pas avec le RN, puis pas avec la gauche, ces gens-là ne sont pas raisonnables. Quand vous demandez à un électeur de gauche, y compris socialiste, avec qui il veut faire des compromis, bon, clairement pas avec l'extrême droite, pas avec la FI non plus, et pas avec trop les macronistes, ou alors vraiment les macronistes de gauche. Donc in fine, les Français veulent faire des compromis, ils reprochent à leur politique de ne pas faire des compromis, mais ils veulent faire des compromis sur 10% de l'espace politique. Et donc ça, que font les partis qui veulent survivre? Parce qu'encore une fois, un parti, il est fait pour faire de la politique, pour demain porter un programme. Les partis suivent leurs électorats. Et ces électorats-là, aujourd'hui, eh bien, sont aussi obtus que le sont les partis politiques. Pour l'instant, on a l'impression que c'est une sorte de spécificité française. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, je prends deux cas. L'Allemagne, avec la montée en puissance de l'AfD, et la montée en puissance de Die Linke. Et la Grande-Bretagne, avec la montée en puissance du parti de Farage, le UKIP, qui déborde les conservateurs sur la droite, et le nouveau parti de Jeremy Corbyn, qui déborde les travaillistes sur la gauche. Est-ce qu'on peut s'imaginer, à moyen terme, que ces deux pays, qui sont vraiment des démocraties fonctionnelles, se retrouvent dans la même situation que la France? En partie, oui. Parce que la crise démocratique que l'on vit, ce n'est pas une crise franco-française. La Ve République, on en a parlé, elle n'est pas parfaite. Et encore une fois, j'ai dit qu'elle n'était pas forcément le problème. Elle n'est pas non plus la solution. Elle n'a pas été en 58. Mais aujourd'hui, des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Finlande, il n'y a personne qui va bien. Et donc en fait, d'où vient ce mal? Il ne vient pas de la Ve République, il ne vient pas de Macron, il ne vient pas de Mélenchon, il ne vient pas de Bardella, il ne vient pas de qui vous voulez. On a quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose de plus profond, c'est à mon sens à la fois une crise de l'espace public. La Révolution française, ce n'est pas d'abord des institutions, elles arrivent en 1791, les institutions, elles ne marchent jamais, en fait elles ne marcheront jamais avant qu'un général arrive, Bonaparte, et établisse un modèle qui n'est pas vraiment un modèle démocratique avec le consulat. Donc la Révolution française, c'est d'abord un espace public qui s'ouvre, c'est des clubs, c'est tout d'un coup à une capacité à délibérer en commun. Aujourd'hui, on a un espace public extrêmement segmenté, où en fait la possibilité de construire une vision commune de la nation, de l'action politique, semble s'être évaporée dans l'ensemble du monde occidental. L'autre crise, c'est la crise de l'agir en politique. Est-ce que le politique peut à nouveau agir sur le réel? Parce que dans la notion de représentation, il n'y a pas que la notion de représentativité, c'est pas uniquement ressembler à, c'est d'abord agir ensemble, agir au nom d'eux pour le représentant. Si je pense que le politique ne peut pas agir sur le réel, soit je m'abstiens. Et là, je considère que de toute façon, la politique, ça ne sert à rien, donc je me replie sur mon petit moi. Ce qui n'est pas le cas, la participation n'a pas tant baissé que ça en France. J'y viens. Soit, oui et non, c'est-à-dire par exemple aux élections locales, etc., on atteint des summums de participation, d'abstention plutôt. Et de l'autre côté... Je parlais des législatives anticipées. Mais, ou autre aspect, si jamais je pense que le politique ne peut pas agir sur le réel, c'est parce que je pense qu'il y a un système. Et ce système-là, il faut le faire exploser. Et ce système-là, il faut envoyer un grand coup de pied dedans. Et ça va nourrir le populisme, voire l'autoritarisme. Et là, vous allez trouver un Poutine, un type orange, avec une mèche, quelqu'un qui va vous dire « Regardez, les juges, dehors, les députés, dehors, et on pourra à nouveau agir. » Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la sémantique de Poutine et de Trump, petite parenthèse, c'est qu'ils sont en train de nous dire, qu'ils nous ont dit « Regardez, vous avez testé la démocratie avec Eltsine ou avec Obama, Biden. Ça ne marchait pas. Donc on va chercher une autre voie. » Est-ce que vous êtes pessimiste au point de vous dire peut-être que d'ici quelques années, on aura un leader charismatique qui dira vous voyez, vous avez essayé la politique, depuis 2022, tout est bloqué, on dégringole dans les notes Fitch, on stagne, on perd de la puissance, donc maintenant, hop, fini la démocratie, place un régime plus autoritaire. Est-ce que vous pensez que c'est le sens de l'histoire? Alors je ne sais pas si c'est le sens de l'histoire, et je ne sais pas si on va jusqu'à l'autoritarisme. Mais l'idée qu'il y ait un leader fort, l'idée qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise « moi maintenant, je force le système, je le mets par-dessus la fenêtre et j'agis directement en votre nom », ça c'est une probabilité très très forte. Si vous voulez, on m'interroge beaucoup depuis quelque temps sur la notion d'état de droit. Alors on a de la vision de l'état de droit, une vision très éthérée. C'est
on ne critique jamais une décision de justice. Bien sûr que si, moi je suis prof de droit, critiquer des décisions du Conseil constitutionnel, c'est mon job, et quand je fais faire des commentaires de décisions à mes étudiants, je ne corromps pas la jeunesse. Évidemment qu'on peut critiquer une décision de justice. Le fondement de l'état de droit, c'est ce qu'on appelle le respect de la chose jugée. Même si la décision est critiquable, même si je ne suis pas d'accord, même si, etc., la décision est appliquée. Ce que l'on voit actuellement poindre, vous parliez de Trump, vous parliez de Poutine, c'est en fait un politique qui dit, écoutez, la décision, là, il y a le peuple qui est d'accord avec moi, sur par exemple l'immigration. La décision du Conseil constitutionnel m'embête, on ne va pas l'appliquer. Parce que moi, je suis le peuple. Avec la sémantique, gouvernement du juge. Exactement. Contre le peuple. Moi, je suis le peuple. Et parce que je suis le peuple, ce n'est pas la dictature au sens où il n'y a pas d'élection. C'est le modèle populiste au sens où l'élection, parce que je suis le représentant, me donne le droit de forcer tous les contre-pouvoirs et enfin de donner la parole au peuple par mon action. Et ce modèle-là... Est-ce que d'ailleurs vous auriez des suggestions pour, entre guillemets, sauver la démocratie parlementaire et empêcher cette dérive autoritaire qui semble poindre? La question, c'est qu'est-ce que peut l'État? L'État, il ne faut pas être statolâtre. L'État, ce n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas de construire des idoles à l'État. L'État, c'est l'instrument que le peuple se donne pour agir sur son propre destin. Or, aujourd'hui, on a peur, en fait, de la puissance publique. On a peur d'un État qui puisse agir. Alors, on construit tout un tas d'instruments, des autorités administratives, vous avez les collectivités territoriales qui freinent l'État, etc. Bref, vous construisez tout un système... Un Moloch. Qui a peur, exactement, qui a peur de lui-même. C'est-à-dire que... il faut faire attention, évidemment, il ne faut pas sombrer dans le totalitarisme, mais quand vous vous connectez à votre téléphone, vous donnez des milliers et des milliers de données personnelles à Google, à tel ou tel GAFAM. En revanche, quand c'est à l'État, là tout d'un coup, vous avez toute une population qui dit « Non, je ne veux pas que ce grand méchant État totalitaire sache que tout d'un coup, j'ai acheté un cookies à la boulangerie du coin ». Cette crainte, entre guillemets, de l'action publique, qui a fait qu'aujourd'hui, on l'a complètement engoncée, fait que ça se retourne contre, justement, cette action publique elle-même, au risque, in fine, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention, il faut limiter le pouvoir de l'État. Il faut qu'il y ait des juges suprêmes, il faut qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité, il faut qu'il y ait des juges administratifs qui nous gardent du fait qu'on est un État policier, il faut qu'on ait parfois des contre-pouvoirs, etc. Il faut une marge de manœuvre au niveau local. Mais à force de trop en rajouter, on a engoncé le système, on l'a rendu en fait complètement incapable d'agir. Je rajoute à ça la mondialisation, l'Union européenne, et aujourd'hui, comme le politique a déserté, eh bien, le politique revient en boomerang, il revient en boomerang avec des gens qui vous disent écoutez, c'est très simple, on va tout jeter. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de la démocratie, en quelques mots, pour finir cet entretien? Je ne pense pas qu'on va abolir la démocratie, mais je pense qu'on va passer par une phase qui va être une phase de radicalisation. D'ailleurs, on a souvent tendance à dire qu'on a 20 ans de retard sur les États-Unis. On a vécu probablement notre moment clintonien, Obama, avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire un primat de la communication avec un centre qui apparaît complètement hégémonique sur l'idée d'une forme de rationalité qui s'imposerait à coups de grand sourire et de communication. Ce moment-là est mort. Et donc maintenant, on passe dans une phase de radicalisation, de populisme qui sera différent, hein, mais de populisme probablement assez violent. Lorsque peut-être on verra que ça ne fonctionne pas, et bien à ce moment-là, quelque chose d'autre se construira. Espérons que ce ne soit pas le despotisme et la dictature, mais plutôt une forme de rééquilibrage démocratique plus sain. Merci beaucoup. Moi, je vais être légaliste, respecter les normes. Le chronomètre me dit 28 minutes. L'émission faisait 28 minutes, elle touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu, Benjamin Morel. Avec plaisir.